La simple mention d'un crash d'OVNI évoque tout de suite Roswell, au Nouveau-Mexique. C'est en effet l'incident impliquant un OVNI le plus célèbre de l'histoire. Et l'année où il s'est produit, 1947, marque le début de l'ère moderne des OVNI. Mais peu de gens savent que ce n'était pas la première fois que les OVNI se manifestaient aux États-Unis. 2 semaines avant celui de Roswell, un incident impliquant des OVNI a eu lieu au-dessus de Puget Sound, dans l'État de Washington. Mais 2 éléments majeurs diffèrent entre les événements de Puget Sound et ceux de Roswell. Le premier a fait 2 victimes et on peut encore trouver des preuves matérielles sur le site. On a retrouvé des débris. UFO Magazine est l'une des principales publications traitant des phénomènes extraterrestres. En 22 ans, les éditeurs ont rassemblé des archives sans précédent de témoignages, d'enregistrements vidéo et de documents jusqu'alors inédits. Quand il est question d'observation d'OVNI, 90% du temps, c'est du pipeau. Mais le fait est que 10% des témoignages sont absolument vrais. En octobre 2007, à la lumière de nouveaux indices, ils décident de reprendre l'enquête. Personne n'a réussi à résoudre cette affaire. En commençant par la recherche sous-marine d'une matière inconnue possiblement larguée par un OVNI, On ne laisse rien au hasard. en passant par la découverte de débris non identifiés dans les profondeurs d'une forêt lointaine, C'est un site d'observation d'OVNI? Hé les gars, venez voir. jusqu'à l'analyse de preuves prélevées sur un site de crash confirmé. Nom d'un chien. C'est sans danger? Existe-t-il une explication logique? Y a-t-il un lien entre cette affaire et celle de Roswell? La science va le déterminer. Il a signalé la présence d'un OVNI et les conséquences ont été tragiques. Diffusée pour la première fois à la télévision, voici l'affaire numéro 47001, avant Roswell. Nous sommes le 21 juin 1947, plus de 2 semaines avant l'incident de Roswell. Harold Dahl, bûcheron de son métier, accompagné de son fils âgé de 15 ans ainsi que de 2 personnes, se trouve à bord d'un bateau à Puget Sound, au large de Maury Island, dans l'État de Washington. C'est une journée d'été paisible. Mais à 14 heures, tout bascule. Soudain, 6 disques illuminés en forme de bouée d'environ 30 mètres de diamètre apparaissent dans le ciel. Un des vaisseaux paraît en difficulté. Il subit des secousses et s'incline dangereusement. Il semble sur le point de s'écraser dans la mer. Soudain, il éjecte ce que les témoins ont décrit comme étant une grande quantité de débris métalliques fumants dans le bras de mer et le long de la plage. Les débris s'abattent sur le bateau de Dahl, fracturant le bras de son fils et tuant son chien. Selon le rapport des témoins, l'éjection des débris a paru résoudre le problème. Les 5 autres disques se regroupent autour de celui en détresse avant de s'éloigner à toute vitesse sans un bruit. Dahl et son équipage ramassent alors des débris qui étaient tombés dans l'eau et sur la plage. Cet incident est signalé à la police locale. Les dépositions des 4 témoins concordent. Par contre, ils sont aujourd'hui tous décédés. Pat? Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu as tout? Tu es prêt à partir? Ouais, j'y suis presque. On a une affaire importante qui nous attend à Maury Island. Je m'appelle Bill Burns. Je suis l'éditeur d'UFO Magazine, la seule revue sur les OVNI publiée sans interruption depuis 1986. J'enquête sur les OVNI depuis plus de 20 ans. On vient de progresser dans une affaire qui date de 60 ans et qui n'a jamais été résolue. C'est un mystère qui perdure ici depuis 6 décennies sur Maury Island. Maury Island, l'affaire qui a lancé l'ère moderne de l'observation d'OVNI. Je m'appelle Pat Oskurt. Je contribue régulièrement à la rédaction d'UFO Magazine. Mon boulot consiste à retrouver des documents et interroger les témoins. Maury Island, 2 semaines avant l'incident de Roswell. Un homme en bateau aperçoit 6 vaisseaux. Il largue des débris sur son bateau, blessant son fils, tuant son chien et endommageant son bateau. Mais il y a du nouveau dans l'affaire. 60 ans plus tard, on a retrouvé des débris. Pour la première fois, on a quelque chose à analyser en laboratoire.
Je vais avoir besoin de photos, des mesures archéologiques, et ramenez-moi des échantillons du sol marin, de la plage, du site où l'engin a largué ses pièces. Apportez-moi des pièces de l'engin, du sol tout autour. J'analyserai tout ce que vous trouverez. Je suis le docteur Ted Ackworth. Je suis métrologue de précision. Je suis docteur en génie mécanique. J'étudie les données, j'effectue des analyses objectives afin d'arriver à une conclusion impartiale. Jeff, ton boulot consistera à nous accompagner sur le terrain. Pat plongera et toi, tu vas récolter des échantillons au sol et interviewer les témoins. Je vais prélever des échantillons du sol, des débris, et je les rapporterai au laboratoire. Je suis Jeffrey Tomlinson. Je fais des recherches sur la biologie planétaire et les phénomènes géologiques. Je mène l'enquête scientifique. À nous de jouer, les gars. Personne n'a jamais réussi à résoudre cette affaire en 60 ans, mais nous, on y arrivera. Puget Sound est un bras de mer regroupant une grande quantité de baies, de hauts fonds et d'îles sur un total de 7300 km² de mer intérieure. L'équipe va se rendre au sud de Maury Island, plus précisément à 47 degrés 35 minutes de latitude nord et 122 degrés 46 minutes de longitude ouest, approximativement à 11 km au nord de Tacoma. Notre première tâche sera de tenter de retrouver certains des débris que l'OVNI a largués. Harold Dahl les a décrits comme étant des sortes de scories métalliques. Il a donné des indications très précises quant à l'emplacement de son bateau au moment de l'incident. Mon but est de plonger à Puget Sound, de fouiller le fond et de localiser certains débris. Les débris ou scories récupérés par Harold Dahl et son équipage ont été décrits comme étant des pierres sombres, semblables à de la lave solidifiée, mais avec des propriétés métalliques. Certaines personnes ont présumé qu'elles étaient liées au système de propulsion du disque. Lorsqu'un jet rencontre des difficultés, il largue du carburant afin d'alléger sa charge et de limiter les risques d'incendie lors d'un atterrissage d'urgence. Peut-être que ce disque mystérieux a suivi le même type de protocole. Tu crois que l'eau est froide? Elle a l'air glacée. Elle doit être à environ 10 degrés en surface. Ron Million, chercheur dans le domaine des ovnis, se joint à l'équipe pour aider à ratisser une zone aussi vaste. Pat va plonger à Puget Sound à la recherche de débris. La zone de recherche s'étend sur approximativement 600 mètres carrés et peut atteindre jusqu'à 18 mètres de profondeur. On approche de la zone où l'incident a eu lieu à proximité de Maury Island. Selon les témoins, un engin spatial aurait largué des genres de scories dans l'eau et sur la plage. Je vais donc plonger à la recherche de preuves de cet incident. Les scories sont faites d'une sorte de métal fondu, c'est à peu près le même principe que la lave. Je pense que ça devait être du métal liquide qui a été éjecté du vaisseau lorsqu'il a survolé cette région et depuis, le métal solidifié ressemble peut-être à une roche. On a de bonnes raisons de croire qu'un authentique incident s'est produit ici. Il s'agissait même probablement d'un ovni. Il y a des chances que je trouve quelque chose, mais on ne peut pas s'avancer avant d'avoir effectué les recherches. L'équipe doit prendre en considération toutes les théories. Est-il possible que les objets volants non identifiés n'aient été en fait que des avions volants en formation? Je doute que c'était des avions. Premièrement, ils avaient la forme de bouée. Deuxièmement, ils ont largué quelque chose et les avions ne font pas ça. De plus, ils ont endommagé le bateau, tué le chien et fracturé le bras du garçon. Tout ça lors d'une journée ensoleillée dont les témoins auraient facilement identifié un avion par beau temps. Non, je suis pratiquement certain qu'il s'agissait bel et bien d'un ovni. Pour sa part, Pat se demande s'il y aura toujours des débris sur le site. Après 60 ans, je me demande si on a encore des chances de trouver des scories. Pat est un plongeur qualifié qui a plus de 18 ans d'expérience. Il reconnaîtra les débris pouvant provenir de l'OVNI grâce à leur différence avec la géologie locale. Les débris signalés ressemblaient à des roches éruptives, à la surface poreuse et à la forme dentelée. Le revoilà. C'est vachement froid. Content de te revoir. Tu as trouvé des scories? J'ai prélevé des échantillons de sable. Et j'ai ramassé quelques pierres qui pourraient correspondre à ce qu'on cherche. On verra bien. Monte. Viens te réchauffer. J'en ai bien besoin. Fais remonter ta température corporelle à 36 degrés. J'ai aperçu des pierres au fond. Il est possible que ce soit des scories.
Dans ce genre d'enquête, on ne laisse rien au hasard. À suivre. Ces débris ont-ils pu être largués par un ovni en 1947 ? La seconde hypothèse, c'est qu'ils transportaient des scories extraterrestres. Est-il possible que ces débris aient pu causer la mort de 2 militaires chargés d'enquêter sur la présence d'ovnis ? En juin 1947, plus de 2 semaines avant le célèbre crash d'un ovni à Roswell, 3 hommes et un adolescent à bord d'un bateau à Puget Sound ont observé un ovni en forme de bouée métallique qui avait apparemment des problèmes techniques. Il a largué des scories de couleur sombre, semblables à des roches éruptives, pour ensuite s'éloigner à toute vitesse. À la lumière des témoignages d'Harold Dahl, le capitaine du bateau, l'équipe a localisé l'endroit où les débris auraient été largués en mer. Tu as prélevé des échantillons du sol. Oui, j'ai pensé que ce serait utile. Je pense qu'on va pouvoir les identifier rapidement. Oh là, un instant, messieurs. Voilà qui est très intéressant. Si on regarde sa structure, la texture de la surface, ça correspond exactement à la description d'une roche éruptive. Regardez, si on la compare aux autres pierres qu'on retrouve dans l'échantillon du fond marin, ça ne fait aucun doute, elle est unique. Elle correspond parfaitement à la description qu'on retrouve dans le témoignage. L'équipe délaisse le site de plongée pour se concentrer sur la plage. Afin de bien ratisser tout le champ de débris, l'équipe divise la zone à l'aide d'une grille dont les cases font 1 mètre sur 1. Les hommes partiront du rivage en remontant vers les terres. T'as trouvé quelque chose, Bill? Un cristal plutôt intéressant, regarde. Je suis à la recherche de tout type de roche qui semblerait provenir d'un procédé de fusion métallique. Quelque chose qui, après avoir été soumis à une chaleur intense, s'est liquéfié et a été éjecté d'un ovni en forme de bouée pour ensuite tomber sur cette berge. À 90 mètres de la rive, Ron tombe sur un objet en forme de L d'une longueur approximative de 35 cm et qui semble correspondre à la description. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Je crois que ça pourrait bien être un débris. Il va falloir l'analyser. Très intéressant. Je l'ai trouvé là-haut sur la colline. Donc à cet endroit. Je crois que lorsque l'OVNI a repris de la vitesse, il aurait pu suivre cette trajectoire. Les débris auraient alors été projetés de ce côté. Et toi, Pat? J'ai trouvé des pierres relativement intéressantes. Elles sont striées et tordues. On dirait qu'elles ont été sous forme liquide ou de lave à un certain stade et qu'elles se sont solidifiées en se refroidissant. On a trouvé quelques débris sur la plage qui pourraient correspondre aux scories trouvées dans le Puget Sound. Des analyses en laboratoire vont confirmer ou infirmer cette hypothèse. On va aussi discuter avec George Hurley. Il est bien renseigné, il a parlé avec tous les gens qui habitent la région. Alors il connaît l'affaire sous toutes ses coutures, avec tous les détails qu'on ne peut pas apprendre en lisant simplement les documents. Le voilà qui arrive. C'est bien lui. Bonjour George, asseyez-vous. Merci, Bill. George Hurley est un chercheur en matière d'OVNI qui a élu domicile au nord de la côte Pacifique. Si l'équipe a fait appel à lui, c'est parce qu'il a une connaissance encyclopédique de cette affaire et des événements qui s'en sont suivis. C'est la première fois que George Hurley parle publiquement de ses recherches concernant cette affaire. Un homme du nom d'Harold Dahl a vu 6 objets ressemblant à des bouées aplaties dans le ciel. Ils avaient un diamètre d'environ 30 mètres avec une ouverture centrale d'environ 7 mètres. L'un d'eux s'est mis à larguer une grande quantité de débris depuis l'ouverture centrale. Ces objets étaient, paraît-il, incandescents, car ils ont entendu les débris grésiller lorsqu'ils sont tombés dans l'eau. Certains débris ont atteint son bateau, son fils dont le bras a été fracturé, et son chien qui en est mort. Selon Hurley, l'armée de l'air a eu vent du témoignage d'Harold Dahl. 2 officiers du service des renseignements ont alors été assignés à la récupération des débris provenant de l'OVNI. Les officiers du service de renseignement de l'armée de l'air sont arrivés sur les lieux et on leur a remis une boîte contenant certains fragments. Ils ont montré un peu de réticence, mais ils ont fini par la prendre pour la ramener à la base. Alors le B-25 s'est envolé et a mis le cap sur où? Hamilton? La base aérienne d'Hamilton en Californie. Ils ont décollé à l'aérodrome de McCord en direction du sud. Ils ont atteint les 3000 mètres d'altitude. Et c'est à 3000 mètres que les ennuis ont commencé. Oui.
D'après les dossiers officiels de l'armée de l'air, le 1er août 1947, soit 40 jours après l'incident, Harold Dahl a affirmé que 2 officiers des renseignements militaires étaient venus chercher les débris que ses hommes et lui avaient récupérés. Les officiers ont chargé les fragments à bord de leur bombardier B-25 qui a décollé de la base aérienne de McCord à Tacoma dans l'État de Washington en destination de la base aérienne d'Hamilton dans le nord de la Californie. Ce qui s'est produit dans les minutes suivant le décollage demeure le plus grand mystère lié à l'incident de Maury Island. L'avion avait été minutieusement inspecté et révisé 2 semaines auparavant. Mais malgré cela, 20 minutes après le décollage, il s'est écrasé dans la forêt en périphérie de Kelso dans l'État de Washington. 2 passagers ont eu la vie sauve en sautant en parachute, mais les 2 pilotes ont perdu la vie. Selon les rapports officiels de l'armée de l'air, un incendie s'est déclaré dans une boîte de raccordement interne. Mais certains chercheurs d'OVNI croient que les débris qui se trouvaient dans la soute pourraient être à l'origine d'une série d'événements qui auraient contribué au crash de l'avion. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Allons à Kelso, on va procéder à une recherche détaillée sur l'endroit où l'avion s'est crashé. On va chercher des pièces d'avion, on va arpenter toute la région. La réponse pourrait se trouver à Kelso. En effet, allons-y. Avant de se rendre sur le site de l'accident, Pat décide de visiter la bibliothèque afin de vérifier si les archives de la ville auraient des informations supplémentaires à leur fournir concernant le crash de l'avion. Alors Pat, tu as trouvé quelque chose? Regarde ça, t'avais raison. Ah oui? Les vaisseaux spatiaux ont fourmillé à l'été 47. Le ciel grouillait d'ovnis. Regarde, des soucoupes volantes observées à travers 39 États. Des objets mystérieux se sont mis à apparaître dans le ciel. Et 3 jours après l'incident de Maury Island, Kenneth Arnold a signalé avoir vu 9 disques argentés survolant le mont Rainier. Son récit a fait la une des journaux à travers le pays. Mais 2 semaines plus tard, un incident encore plus important a occupé le devant de la scène. On y est, le 7 juillet, on a aperçu des soucoupes volantes. J'essaie de trouver le lien avec Roswell. Ah voilà, le 8 juillet, l'armée révèle qu'on a retrouvé une soucoupe au Nouveau-Mexique. C'est ça. L'armée révèle qu'on a retrouvé une soucoupe au Nouveau-Mexique. C'était des soucoupes volantes. Bon, avançons jusqu'au mois d'août pour voir ce qu'on peut trouver. 1er août... Là, regarde. Non mais t'as vu ça, en première page? Ouais. Et pour couronner le tout, regarde ça. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un article sur le neveu d'un des pilotes. Ça alors. C'est un lieutenant. Le neveu, enfin le petit-neveu de Brown, s'appelle Barry Fisher. Quelle chance. On va lui téléphoner. Ce serait bien de le rencontrer et de l'inviter à nous rejoindre sur le site. À suivre, l'équipe fouille le site où s'est écrasé le B-25 à la recherche de preuves. Et il ne reste pas grand-chose, mais c'est toujours là. Et ils font une découverte inattendue. C'est une zone concentrée. Le 1er août 1947, suite au rapport d'un incident impliquant un OVNI, 2 officiers des services de renseignement décollent à bord d'un bombardier B-25 transportant de mystérieux débris métalliques provenant d'un soi-disant OVNI. Les débris étaient attendus à la base militaire d'Hamilton pour être analysés. Mais 20 minutes seulement après le décollage, un incendie d'origine inconnue se déclare à bord de l'appareil. L'un des survivants, qui a échappé à une mort certaine en sautant en parachute, a affirmé que le feu était si intense et s'était répandu si rapidement que toute tentative de l'éteindre aurait été vaine. Cet incendie pourrait-il être lié aux échantillons des mystérieux débris que l'avion transportait? L'équipe d'UFO Magazine entreprend d'examiner l'épave de l'avion qui s'est écrasé afin d'établir s'il existe un lien entre l'accident et la présence d'OVNI au large de Maury Island. On est parti de Maury Island afin de venir ici, à Kelso. On enquête sur le crash d'un B-25 qui s'est produit dans cette région. Cette affaire est déconcertante. Est-ce par pure coïncidence si plusieurs personnes ont rapporté avoir vu des ovnis et qu'ensuite, les officiers chargés d'enquêter sur l'incident sont morts dans un accident d'avion? On espère obtenir des réponses aujourd'hui. On verra bien. On y est, les gars. Bonjour, Garth Baldwin. Content de vous voir, monsieur Baldwin. Comment allez-vous? Garth Baldwin est un archéologue de l'État de Washington, doublé d'un expert en topographie connaissant parfaitement l'histoire de la région de Kelso. Pour la première fois, l'équipe va pouvoir examiner l'endroit où s'est écrasé l'avion. Si les dires sont exacts, le site pourrait contenir des débris d'OVNI.
Nous sommes dans la vallée de Gobble Creek, où l'avion s'est écrasé. L'aile gauche est tombée dans la vallée de ce côté, si ça vous dit d'aller jeter un œil. Bien sûr, oui. En tant qu'archéologue, Garth va nous aider à fouiller la zone. Il faut faire une enquête des plus exhaustives. On fait appel à des professionnels et dans ce cas précis, on a la meilleure personne pour examiner le site de l'épave. C'est là que l'aile gauche est tombée. Elle s'est détachée suite au feu qui s'est déclaré dans le moteur. L'avion a donc commencé par perdre une aile, et j'imagine que lorsque cette aile est tombée, le poids du second moteur a entraîné l'avion dans sa chute. Ça a fait un effet de catapulte, et l'avion s'est écrasé par là-bas. Le site de l'accident est juste derrière ces arbres. Vers 2h20 du matin, l'avion qui venait du nord-nord-est s'est écrasé à Gobble Creek. La zone de débris pourrait s'étendre jusqu'à 300 mètres du point d'impact. Le B-25 transportait des scories mystérieuses provenant de Maury Island. Voilà le lien. S'il ne s'était rien passé au large de Maury Island, s'il n'y avait pas eu de débris, si l'incident n'avait pas eu lieu, alors pourquoi ces officiers se seraient-ils donné la peine de transporter des fragments à bord de leur B-25 ? Durant les semaines qui ont suivi l'accident, plus de 300 bénévoles ont ramassé la majeure partie des débris dans le cadre d'une opération militaire. Ce qui rend cet accident si intriguant, c'est que les circonstances entourant le crash ont été diffusées dans la presse. Voici ce qu'a rapporté le Kelsonian Tribune. La haute surveillance que les militaires ont établie autour des lieux de l'accident, ainsi que l'interdiction de prendre des photos de l'épave, renforce l'hypothèse que l'avion transportait un chargement secret. Mais existe-t-il encore certaines preuves de ce fameux chargement ? Est-il possible que l'avion se soit écrasé à cause d'un problème mécanique? Bien sûr, mais on sait aussi aujourd'hui que le bombardier B-25 Mitchell était difficile à piloter. Il faut donc considérer d'autres éléments dans cette affaire. Qu'est-ce que l'avion transportait? Quelle était la nature exacte du chargement qui se trouvait dans la soute? Ce sont des éléments qu'il ne faut pas négliger si on veut découvrir pourquoi l'avion s'est écrasé. L'équipe se met à la recherche du site de l'accident. Mais la démarche n'est pas sans obstacle. Garth, où sommes-nous? On est presque arrivé. L'accident s'est produit il y a 60 ans. La zone d'impact se trouve dans ce petit ravin, un peu plus loin. Et le site de l'accident se trouve au cœur de la forêt où la végétation est extrêmement dense. Voici le point d'impact. L'avion s'est écrasé dans ce petit ravin. C'est comme un gant de baseball qui aurait attrapé l'avion au vol. Boum! Ils arrivent enfin. Le sol détrempé est plutôt instable. Les débris restants se sont probablement enfoncés profondément. Voici le point d'impact. Ici? Où on a trouvé la majorité des débris qu'on nous a signalés. C'est le point de départ, si vous voulez. Ça pourrait être la structure où le moteur était fixé, ou bien la cage protectrice du nez de l'appareil qui devrait être en aluminium d'aéronautique. La structure est en métal ferreux, comme de l'acier, ce qui est inhabituel pour la plupart des pièces d'avion. Voyons ça. Oui. C'est la zone où est concentrée une bonne partie des débris. On peut trouver des pièces qui faisaient sûrement partie d'un avion de type B. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ça ne fait aucun doute qu'on est devant des pièces d'avion. On voit de l'aluminium de qualité aéronautique. Il y a des stabilisateurs, des barres de torsion, un engin conçu généralement pour éviter que le moteur surchauffe. Un dissipateur thermique. Oui, pour aider au refroidissement. On pourrait être devant les premières preuves matérielles de l'existence des ovnis. S'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la soute de l'avion, sous l'impact de l'accident, avec la chaleur et la fusion, cette chose a pu transférer ses propriétés de la soute à la structure même de l'avion. Comme l'indiquent les recommandations du ministère de la Justice concernant les fouilles de sites d'accident, selon le principe d'échange de Locard, lorsque deux objets entrent en contact, cela produit immanquablement un transfert de substance. Si on arrive à déterminer que les scories provenant des ovnis se trouvaient à bord de l'avion et à prouver qu'elles ont provoqué le feu en étant à proximité du foyer d'incendie, alors nous serons en mesure de prouver qu'une substance extraterrestre se trouvait à bord de l'avion. L'équipe établit une grille circulaire à partir du point d'impact déterminé par Garth. Les lois sur la protection de l'environnement interdisant toute excavation, l'équipe utilise des repères pour marquer les endroits dignes d'intérêt. Un certain motif pourrait apparaître. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de trouver ce que l'avion transportait, ce qui a forcé les militaires à se déplacer et effectuer une fouille minutieuse.
Et les gars, venez voir, il y a du caoutchouc. C'est de l'isolation ou un pneu? Tous les échantillons seront analysés au laboratoire de Los Angeles à la recherche d'anomalies. J'ai prélevé des échantillons du sol. Celui-ci provient du point d'impact. Super. Et celui-ci provient d'un peu plus loin, à 2 mètres du moteur. On a accès à un éventail d'équipements perfectionnés qu'on n'avait pas en 1947. Et même si l'armée a envoyé 300 volontaires pour ratisser la zone, elle n'avait pas la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui. Nos détecteurs de métaux sont beaucoup plus sensibles que ceux de l'époque, et on va avoir accès à un radar de pénétration de sol capable de détecter ce qui se passe sous la terre. De plus, Garth a mis au point un plan directeur pour optimiser les recherches. Le système de radar à pénétration de sol arrive à sonder jusqu'à environ 7 mètres de profondeur. Le système envoie et reçoit des signaux qui lui permettent de reproduire une image souterraine en 3 dimensions du site. Rob Shaw, un expert en imagerie de géoradar, sera aux commandes du système de radar à pénétration de sol. Ce système va permettre à l'équipe de voir ce qui se trouve sous le sol de la forêt. L'équipe s'est dit que si les débris ont brûlé à une température extrêmement élevée, ils ont pu s'enfoncer très profondément dans le sol et se trouver hors de portée des détecteurs de métaux. Après avoir collecté toutes les données et les avoir enregistrées sur un disque dur, quelle est l'étape suivante? Lorsqu'on scanne, on reçoit 2 fichiers. Ensuite, on assemble ces 2 fichiers afin d'obtenir une image en 3 dimensions. Le radar à pénétration de sol scanne chaque endroit à 2 reprises en modifiant légèrement l'angle d'orientation. Ensuite, le programme informatique assemble les 2 images, obtenant ainsi une représentation en 3 dimensions de ce qui se trouve sous la surface. Tandis que Rob poursuit son exploration souterraine, l'équipe rassemble des pièces du B-25. À suivre, la science répond à certaines questions, mais en pose de nouvelles. Le mystère reste entier. Et l'équipe découvre que les preuves ne sont pas toutes enfouies. Certaines sont toujours en vie. Barry ? L'équipe du UFO Magazine ratisse un site de crash pouvant contenir des débris d'OVNI en périphérie de Kelso dans l'État de Washington. Elle a établi une grille de recherche et scanné le terrain à l'aide d'un radar à pénétration de sol. Vu qu'on n'a pas le droit de creuser dans le sol, on va faire une radiographie en quelque sorte. Les images obtenues à l'aide du radar sont peu concluantes, du fait de la densité de la végétation et du terrain inégal. Il faut avouer que les données obtenues à l'aide du RPS, le radar à pénétration de sol, sont peu concluantes. En fait, sur ce type de terrain, c'est très difficile de manipuler l'appareil. De plus, le sol est détrempé. On n'a pas pu obtenir les données dont on avait besoin. Il ne nous a pas appris grand-chose. L'équipe poursuit ses recherches dans la région et reçoit un visiteur. Bonjour. C'est vous, Pat? Barry Fisher est le petit-neveu du pilote de l'armée de l'air Frank Brown, un des officiers qui a perdu la vie dans le crash du B-25. Ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu. Enchanté. Je vous ai apporté les photocopies des documents dont on a parlé au téléphone. Formidable. Tenez, voilà les photos. C'était donc votre oncle? C'était mon grand-oncle. Grand-oncle. Frank Brown. Et en effectuant ses recherches, il a fait une étrange découverte. De quoi traite cet article? Eh bien, c'est quelque chose que je viens tout juste de trouver. J'ignore sa provenance exacte, mais il y a son numéro de matricule sur l'entête. Ce qui est étrange, c'est que malgré son titre officiel de sous-lieutenant au sein du service des renseignements, il était en réalité agent du contre-espionnage. Intéressant. Barry lui annonce alors quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsqu'on a retrouvé son corps, on a remis ses plaques d'identification militaire à quelqu'un du nom de Kenneth Arnold. On s'attendrait à ce qu'elle soit remise à l'armée ou à un proche parent. Kenneth Arnold a été l'un des premiers à voir un ovni survolant le mont Rainier. Mais je ne comprends pas pourquoi on lui aurait remis les plaques de votre grand-oncle. Harold Dahl a vu les disques au-dessus de Maury Island le 21 juin 1947. 3 jours plus tard, le 24 juin, les soucoupes volantes sont aperçues à 80 km de là, cette fois par Kenneth Arnold. Sa description de 9 ovnis en forme de disques brillants survolant le mont Rainier a électrisé le pays. Son témoignage a été publié dans les journaux un peu partout, faisant de lui le premier expert officieux en ovnis. 2 semaines plus tard, le 7 juillet 1947, un disque volant s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique.
serait-il possible que ces trois événements soient liés? Entre-temps, Harold Dahl avait gardé le silence sur ce qu'il avait vu. Lorsqu'il a enfin décidé de faire une déclaration publique, on a demandé à Kenneth Arnold de le rencontrer afin de comparer leurs observations. Après avoir discuté avec Dahl, Arnold a cru en la véracité des propos de ce dernier et s'est dit qu'il pourrait avoir des conséquences sur la sécurité nationale. Arnold a alors contacté les services de renseignement militaire qui se sont rendus à Maury Island afin de récupérer les débris provenant de l'OVNI. Mais qui était donc Kenneth Arnold? Pourquoi avait-il la charge d'enquêter sur les observations d'OVNI? Suite à l'expérience de Kenneth Arnold, tout le pays s'est enflammé pour les ovnis. Une semaine plus tard, l'armée a publié la nouvelle du crash d'un disque volant et de sa récupération près de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée a ainsi validé les affirmations de Kenneth Arnold. En tant que premier témoin du pays, Kenneth Arnold s'est vu chargé d'enquêter sur les observations d'OVNI. Suite à la mort de Frank Brown, le lieutenant et pilote, ces plaques d'identification ont été remises à Arnold. Plus on établit de liens entre l'affaire Kelso et celle de Maury Island, plus on est enclin à se demander pourquoi l'armée de l'air a envoyé 2 agents du contre-espionnage pour enquêter sur cette affaire. Et pourquoi ont-ils rapporté des débris provenant de l'OVNI? Craquant sous la pression, Harold Dahl s'est rétracté devant le FBI le 7 août 1947. Mais Dahl a persisté à croire, et ce jusqu'à sa mort, qu'il avait bel et bien vu des ovnis. On n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante et ça a laissé une plaie ouverte dans l'histoire de ma famille. J'espère qu'à l'aide de votre travail, la boucle sera enfin bouclée. Ce n'est pas seulement sur Internet ou dans un livre traitant des ovnis, c'est un événement qui a réellement eu lieu. Quoi qu'ait vraiment vu Harold Dahl, il a affirmé que c'était un ovni, et les conséquences ont été tragiques. Est-on oui ou non en présence de scories? Voilà la question. Je crois qu'au laboratoire, on va obtenir un élément de réponse en analysant le sol et l'environnement organique. Il faut établir un lien entre les éléments qu'on a trouvés sur la plage de Maury Island et ce qu'on a prélevé ici à Kelso. Ce lien physique ne peut être obtenu qu'à travers des analyses en laboratoire. À suivre. Les échantillons sont mis à l'épreuve. Est-il absurde de croire que des débris d'OVNI pourraient avoir causé le crash d'un avion? Ou au contraire, la composition de ces débris aurait-elle pu enflammer le fuselage d'un avion? Attention! L'équipe va prouver que c'est possible. Nom d'un chien! En octobre 2007, les échantillons en main, l'équipe arrive à Los Angeles dans le laboratoire du Dr Sam Iyengar, chercheur. À l'aide d'équipements analytiques à la pointe de la technologie, il tentera de déterminer la cause du crash du B-25. On est au milieu des collines majestueuses d'Orange County, devant le laboratoire du Dr Sam. On a apporté beaucoup d'éléments prélevés à Kelso dans le but de les faire analyser. On a des échantillons de terre dans lesquels on va chercher des signes d'anomalie. On a aussi apporté un joint de caoutchouc provenant du réservoir d'essence du B-25. On cherche à déterminer si un problème technique, comme un feu électrique, dont l'un des techniciens avait parlé, pourrait être à l'origine de l'explosion du réservoir d'essence et par extension la cause du crash du B-25. L'expert scientifique, Ted Ackworth, a rejoint l'équipe. Il vient tout juste de terminer les analyses des échantillons de débris d'OVNI provenant de Maury Island. Pat a plongé au large de Maury Island, dans l'État de Washington, et la majorité des roches qu'il a trouvées ressemblaient à ça, c'est-à-dire des roches sédimentaires. On les retrouve partout dans cette région. Puis, il a trouvé quelque chose de plus intéressant, et j'imagine que cette découverte l'a enthousiasmé. Il s'agit de cet échantillon. Il est très léger. On voit tout de suite que cette roche diffère de celle qu'on trouve habituellement dans la région, de par sa couleur et son poids. On voit des petites bulles, une texture en vésicule, qu'on peut retrouver sur des morceaux de métal qu'on a chauffés ou aérés. Donc, cette scorie aurait pu être un morceau de métal qui a été chauffé, qui a fondu et qui a été largué depuis l'OVNI. En réalité, c'est une roche éruptive. C'est une roche qui a été formée par une activité volcanique. La roche éruptive se trouve dans le manteau et elle est projetée à la surface lors d'une éruption. Je ne crois pas que ce soit une scorie extraterrestre, mais je comprends pourquoi Pat a pu être tenté de le croire. En quête de réponse, l'équipe se dirige vers le laboratoire.
Salut Sam, ça va? Content de te revoir. Je vous présente le docteur Sam Iyengar. Le docteur Iyengar va analyser les échantillons de l'épave à la recherche d'anomalies. C'est la première fois qu'on utilise une telle précision scientifique pour une enquête sur un ovni. On va mesurer ces échantillons et voir si on y trouve une anomalie, une chose inexplicable. On avait plusieurs échantillons de terre du site de l'accident. On avait un morceau de métal, de l'aluminium je crois, et un morceau de caoutchouc, qui pourrait être un fragment de l'avion. On peut identifier la majeure partie des matériaux. Il s'agit de déterminer s'ils comportent des anomalies ou non. On a effectué plusieurs tests métallurgiques conventionnels conformes à l'industrie, des radiographies. On s'apprête à bombarder l'échantillon de lumière infrarouge. Pour évaluer les vibrations moléculaires. On a mesuré les diffractions au rayon X. On a utilisé un microscope électronique à balayage. Avec ce système, on fait passer des rayons X à travers le matériau. Je crois qu'on a effectué tous les tests possibles à l'aide d'outils de haute précision. Il ne reste plus qu'à souhaiter avoir eu la chance d'être tombé sur l'échantillon qui contenait la preuve recherchée. Une fois les tests terminés, les résultats indiquent une tendance intéressante. J'ai pris un échantillon du côté sectionné du morceau d'aluminium et je l'ai analysé par diffraction. Vous voyez ici, c'est le résultat. Alors l'échantillon d'aluminium a révélé de l'aluminium et de l'oxyde d'aluminium. Oui, il était corrodé. L'oxyde d'aluminium est le résultat de la combinaison d'aluminium et d'oxygène. C'est une réaction chimique que l'on obtient suite à la corrosion ou à l'exposition à une source de chaleur intense. Tous les résultats démontrent qu'un feu extrêmement chaud s'est déclaré à bord du B-25. Ce qui semble réfuter l'hypothèse selon laquelle une explosion aurait été causée par le réservoir d'essence. Le docteur Iyengar poursuit ses analyses avec les échantillons de terre prélevés près du site du crash. Voici les graphiques des diffractions au rayon X sur les 4 échantillons de terre. Quand on observe celui prélevé près du moteur ou à 5 mètres du site du crash, ils sont tous semblables, sauf pour ce pic. Cet écart dans la diffraction est dû à une plus grande cristallinité. Et une des façons d'obtenir cet effet, c'est par la chaleur. La cristallinité démontre que la chaleur devait être particulièrement intense pour affecter de la sorte tous les échantillons de terre. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui a pu causer le feu fatal à l'avion? Si quelqu'un répond « peut-être qu'il y a eu une étincelle dans l'avion », bon d'accord, mais qu'est-ce qui a généré cette étincelle? Est-il possible que ces prétendues scories aient provoqué un rayonnement intense, un champ magnétique ou encore un incident thermique qui aurait causé le crash de l'avion? Je l'ignore. Il faut faire des analyses plus poussées. L'équipe se rend au laboratoire du chercheur John Tyndall qui démontre comment un fragment de scorie métallique peut avoir des effets désastreux sur les systèmes mécaniques et électriques d'un B-25. Voici une approximation de la composition et de l'aspect possible des scories. Et comme elles contiennent du métal ferreux, elles peuvent être magnétiques. Nous avons ici un relais du même genre qu'à bord de l'avion. D'ailleurs, il peut y en avoir au moins une douzaine dans un seul avion. Alors, si les pilotes ont déposé les scories, ou s'ils les ont déplacées durant le vol, il est possible que le champ magnétique ait coupé un ou plusieurs relais. Quand l'aimant s'approche du relais, ce dernier s'éteint. Si les débris d'OVNI étaient magnétiques, ils auraient affecté plusieurs relais et servomoteurs à l'intérieur du B-25. Un relais défectueux pourrait aussi compromettre le système électrique du B-25. Le B-25 génère 120 ampères de courant pour tout alimenter, des tourelles au démarreur. Et le tout est contrôlé par des relais. Cette expérience va montrer que si l'un d'eux est défectueux, ça peut provoquer un court-circuit et un moteur peut s'enflammer. On va faire passer 120 ampères à travers un circuit de 20 ampères? Est-ce que le circuit va tenir le coup? Eh bien, à vous de juger. Comme vous voyez, le fil s'est vaporisé. John a une dernière théorie. Il a démontré comment des scories magnétiques auraient pu affecter les systèmes mécaniques et électriques de l'avion. Mais serait-il possible que la composition même des scories ait causé le crash de l'avion? Je vais allumer les scories en me servant d'une soudeuse à l'arc. C'est ce qui aurait pu se produire à bord du B-25. Attention. Regardez. Les scories ont pris feu. Regardez comme elles se consument. En effet. Bon, mais est-ce que ces scories enflammées atteindraient les températures nécessaires pour désintégrer de l'aluminium d'avion? Ces scories-là brûlent à environ 2200 degrés. Et l'aluminium fond à combien? 650 degrés.
Le fuselage, le revêtement et les ailes d'un B-25 sont principalement composés d'aluminium. Un incendie qui atteindrait les 2200 degrés serait dévastateur. S'il y a eu un court-circuit dans le B-25 et que celui-ci a atteint les scories, la réaction aurait très bien pu ressembler à ça. C'est le même type d'aluminium avec lequel sont fabriqués le fuselage, les ailes et tout ça? C'est le même type d'aluminium. Ce sont des éléments qui, dans les bonnes proportions, peuvent être très inflammables et subir une importante réaction exothermique. Attention! Regardez! Nom d'un chien! Si l'avion transportait des scories et qu'un feu électrique atteignant les 2200 degrés s'était déclaré, voici ce qu'il resterait du fuselage. L'incendie était différent d'un feu ordinaire ou d'un feu causé par de l'essence parce que l'avion a été chauffé à blanc. Ça aurait traversé n'importe quel métal, tout en causant d'importants dommages à l'avion. C'est une chose d'émettre une hypothèse, et c'en est une autre de voir le résultat de ses propres yeux. Les scories sont inflammables. Elles peuvent se consumer et provoquer une explosion capable de brûler du métal et être en cause dans le crash d'un B-25. Donc, une des éventualités, c'est que des débris d'OVNI ont pu causer cet accident. Bon, messieurs, nous voici de retour du laboratoire de Tyndall et de Kelso. Même si on n'a pas obtenu le droit d'excaver l'épave, on a tout de même réussi à obtenir une bonne quantité de débris. Et on a des raisons de croire qu'un incendie a eu lieu, que c'est une possibilité à considérer dans le crash de cet avion. Pour ce qui est des preuves concernant cette affaire, les échantillons que Pat a trouvés en plongée ne sont pas recevables. Quant aux échantillons qu'on a analysés au laboratoire du Dr Iyengar, on n'a pas trouvé de preuves irréfutables de la présence d'OVNI ou d'activités extraterrestres. Mais on n'a rien trouvé qui les réfutait non plus. Personne ne s'était jamais aventuré sur ce site depuis 60 ans, après que les militaires ont tout nettoyé. On y est allé, on a récupéré des éléments qu'on a analysés, on a demandé à des scientifiques réputés d'évaluer nos échantillons, et on a reconstitué de façon plausible les derniers moments à bord du B-25. On a réussi à intégrer la science à l'ufologie. Les spéculations font place à la science. Beaucoup d'échantillons se sont montrés peu concluants. Mais selon les experts, on reconnaît distinctement certaines anomalies concernant l'incident impliquant les ovnis de Maury Island et le crash de l'avion de Kelso. On ne découvrira peut-être jamais la nature exacte des événements, mais les témoins étaient convaincus que quelque chose s'était passé à Maury Island cette nuit d'été de 1947. Des témoins oculaires ont-ils été blessés? L'apparition d'ovnis a-t-elle causé une réaction en chaîne qui a provoqué la mort de 2 pilotes de l'armée? Le mystère reste entier. Quand il est question d'observation d'OVNI, 90% du temps, c'est du pipeau. Soit les témoins sont des illuminés, soit des victimes de canulars ou d'erreurs involontaires. Mais le fait est que 10% des témoignages sont absolument vrais. On finira par les trouver, car ils sont là. Et quand on les trouvera, on sera en mesure de prouver leur existence.